Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau du grand déballage de ce samedi. Aujourd'hui, deux autres sujets sur notre plateau. D'abord, les incendies à répétition dans nos marchés. La situation est récurrente dans le marché de Dantokpa, pour Malanville, pour Kapawida également. Le phénomène est inquiétant et retient notre attention ce soir sur notre plateau. Nous sommes déjà installés et pour l'instant, je suis avec Moro Fabiola Boussari. Bonsoir. Bonsoir Brunel Merinade aussi, bonsoir Aziz Adam Soulé, bonsoir chers amis téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Oh, je me réjouis d'être en forme. Très bien. Vous avez déjà donc salué Aziz Adam Soulé, bonsoir. Bonsoir à vous Brunel, bonsoir à tous les fidèles amis téléspectateurs et merci pour la confiance qu'ils nous font. Absolument, c'est vrai. Alors, nous parlons donc des incendies que l'on observe depuis quelques années donc dans nos marchés. La situation devient de plus en plus inquiétante. Je ne sais pas si, Adiz, vous avez eu l'opportunité, démarrons déjà par Dantokpa qui est à côté, sûrement de visiter, d'y aller plusieurs fois. Quel sentiment vous avez quand vous rentrez dans le marché Dantokpa? Bon, disons en un premier sens, un sentiment de fierté. Si on occulte cet aspect, disons, malheureux-là, un sentiment de fierté quand on sait que le marché d'Antokpa est l'un des plus grands marchés de l'Afrique de l'Ouest qui attire beaucoup de personnes et on sait qu'il y a plusieurs obédiences, on va dire plusieurs personnes, quelle que soit la nationalité, qui viennent au quotidien. C'est un lieu de rencontre. Le carrefour, en tout cas, des bonnes affaires. On sait qu'il y a plusieurs millions, en tout cas, qui sont dépensés sur ce lieu d'échange-là au quotidien. Comme je l'ai dit, en tant que Béninois, en tant que patriote, c'est un sentiment de fierté de savoir que au Bénin, chez nous, on peut venir et en tout cas faire fructifier, en tout cas, son business, mais le sujet, comme vous l'avez dit, qui retient notre attention, vous savez, quand c'est un phénomène qui devient cyclique, il y a matière à se poser des questions. Vous avez parlé de ce cas d'incendie qui devient, ma foi, répétitif et on est tenté de se poser la question de savoir véritablement qu'est-ce qui ne va pas. Je me rappelle encore cette récente, cette énième descente, je vais même dire, du ministre en son temps de la sécurité publique. Je veux parler de monsieur qui a changé désormais de portefeuille. Pas Sakalafia, je parle de Alassane Seydou qui en son temps est allé constater, en tout cas a pris son bâton de pèlerin et est allé, je me rappelle, est allé cabine par cabine pour voir en tout cas faire le point des dégâts. C'est dit que c'est voir le degré de l'immensité des pertes qu'on a pu enregistrer en son temps pour que l'autorité descende. De façon générale, l'incendie, ce n'est pas qu'à Dantokpa seul. Non, pas du tout. On le remarque également dans les autres grands marchés, en tout cas du Bénin, comme d'autres marchés de la sous-région. La grosse interrogation que je me pose, moi, véritablement en tant que journaliste, c'est de savoir à qui incombe la responsabilité. Voilà. Très bien. Alors justement, nous attendons un autre invité sur le plateau et nous aurons sûrement beaucoup de détails par rapport à tout cela. Moro Fabiola Boussari, vous, quant à vous, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous remarquez quand vous allez au marché? Oh, je trouve qu'il y a trop de monde. Je trouve que c'est... Plus d'1 million par jour quand même déjà pour Dantokpa, c'est assez, c'est beaucoup. C'est énorme, c'est le plus grand marché, l'un des plus grands marchés de l'Afrique de l'Ouest, donc ça n'étonne pas. Mais je trouve également qu'il n'y a pas d'espace. Et rapidement, on se cogne, on cogne vite les autres et ça va vite également. Il n'y a pas d'espace pour circuler, il n'y a pas d'espace pour marcher librement, il n'y a pas d'espace également pour les commerçants pour pouvoir vendre en toute aisance et vendre en toute liberté, vendre également et préserver leur santé. Genre, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Il n'y a pas d'espace, tout le monde est dans le tas là. On dirait une sardine. Donc, c'est ça d'abord. Et dans l'autre côté, lorsqu'on parle d'incendie, je pense que c'est un sentiment d'amertume, c'est un sentiment de tristesse. Parce que vous ne savez pas, le commerce, c'est un départ. Et les départs sont souvent douloureux. Absolument. Vous ne savez pas toute l'économie mise en place par cette commerçante, par cette bonne dame, et qu'un jour, au lendemain, elle se lève seulement, on l'appelle, c'est parce qu'elles ne sont pas souvent sous les lieux. La plupart des incendies constatés, c'est qu'elles ne sont pas souvent sous les lieux, c'est qu'elles sont à la maison ou bien au réveil, on les appelle pour leur dire, attention,
cette baraque, votre baraque est en train de prendre feu. Attention, il y a telle chose qui se passe. Regardez un peu ce que ça fait. Lorsque toute une économie part en fumée, je pense quand même que il y a de l'amertume, il y a de la tristesse, il y a de quoi aller voir dedans ce qui se passe réellement, les causes, comment venir en aide à ceux-là, comment refaçonner leur psychisme pour qu'ils puissent comprendre que c'est des choses également qui arrivent dans la vie et qu'il faut s'adapter à ça et qu'il faut se relever de l'échec et pour pouvoir aller encore plus loin. Mais aussi la responsabilité de ceux-là qui dirigent ces différents lieux de commerce également, parce qu'il faut avoir des projets, des ambitions, à faire en sorte que le citoyen, c'est pas facile d'avoir une entreprise, c'est très difficile d'avoir une entreprise, et une entreprise prospère, il faut de longues années avant, mais finir son entreprise et voir qu'il y a des phénomènes naturels qui participent à la destruction, c'est-à-dire des phénomènes que dont vous ne maîtrisez pas véritablement les contours ni les aspects, qui participent à la destruction. Je pense que ça fait assez mal. Et pour ne pas en arriver là, il faut des dispositions pour écarter le feu des marchés. Très bien. Nous allons installer notre troisième invité sur le plateau juste après le jingle. Alors, il est installé, Alfred Assiamé, bonsoir. Bonsoir ma chère sœur, comment ça va? Très bien, et vous donc? Je suis heureux d'être parmi vous ce soir. Merci d'être là, vous êtes journaliste. Aujourd'hui, on parle des incendies observés dans nos marchés sur notre territoire béninois. Et Aziz et Manrouf nous ont tout à l'heure partagé leurs sentiments quand ils vont dans nos marchés. Pourquoi pas essentiellement étant donné la proximité aussi avec Dantokpa. Vous, quel est votre avis? D'abord, je vous dis merci parce que c'est un sujet qui doit être un casse-tête pour tous les dirigeants de ce pays et plusieurs encore pour ceux qui ont en charge la gestion de ces différents marchés. Quand vous prenez l'exemple du marché d'Antokpa où je connais le mieux, parce que étant agent de la Sogema, d'abord je passe par ici pour dire bonsoir à monsieur le directeur général de la Sogema, monsieur Aman Gansé, qui se bat à un bac et ongle pour quand même endiguer le mal, mais malheureusement le mal à la peau dure. Il faut dire que le problème a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est que nos anciens dirigeants n'ont pas, je dirais, le mental de l'anticipation. Et je le compare à nos routes qui ont été construites. Vous allez constater que les anciennes routes ont été construites dans une étroitesse, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand la circulation est devenue plus grande, les nouveaux dirigeants sont obligés d'élargir les voies, ce qui amène des casses. Oui. Je prends l'exemple de la route Kota-Wedo. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au temps de Yahi, c'était une route à 6 mètres. Aujourd'hui, c'est à double voie. On a dû donc faire des sacrifices. De toute façon, la démographie aussi évolue. Merci. Donc, la démographie, puisque pour vous prêter le mot, les anciens dirigeants de ce pays n'ont pas tenu compte de la démographie croissante du territoire. Ce qui fait que quand vous rentrez dans les différents marchés, les marchés n'ont pas été construits pour absorber plus de monde à la longue. Le cas de Dantokpa, je le prends comme exemple. Si je prends le grand bâtiment, le bâtiment central qui fait, je dirais, la vitrine, qui fait l'exemplarité donc de ce marché qui reste et demeure le label du Bénin. Du Bénin, oui.
Quand on parle de Dantokpa, comme à Sigamé, comme à Djamé, on se souvient directement donc du Bénin. Ce bâtiment doit avoir par palier 4000 personnes. En principe. En principe. Mais quand vous allez dans sur ces paliers, c'est-à-dire quand vous prenez le rez-de-chaussée que j'appelle palier, le premier palier, le deuxième palier, c'est des paliers qui comptent près de 6000 personnes. Ça veut dire qu'il y a plus de déjà un surplus énorme. Ce qui a fait que les anciens dirigeants ont créé des espaces supplémentaires qu'ils appellent SPI. Ces espaces, en temps normal, devraient permettre à aérer ces endroits-là. Les endroits qui doivent servir donc d'aération sont devenus des endroits occupés par des marchands. Toujours dans la quête. Des boutiques. Non, au départ, on met juste un tabouret, et puis de tabouret, on va à étalage, on va à hangar, et puis ça commence à élever. Maintenant, les hangars jusqu'à une hauteur même qu'on n'explique plus. Donc, vous voyez, la politique du commerçant dans tous les pays, et plus particulièrement au Bénin, c'est que quand vous installez un commerçant, il prend 2 cm de plus. Quand vous ne dites rien, ça dit qu'il jauge un peu votre rigueur. Capacité, quand votre rigueur n'est pas de mise, il s'en va plus. On vous dit 2 pavés, de 2 pavés on va à 5, de 5 pavés on va à 10. Et il y a la sociabilité qui devient une faiblesse pour les dirigeants de ces structures. Il faut souligner cela. Alors, beaucoup de détails que vous nous donnez, mais en attendant d'aller un peu plus dans les explications, Moro Fabiola Boussari, vous avez réalisé un élément à cet effet. Vous êtes allé sur le terrain pour nous ramener une production. Exactement, et on est descendu sur le terrain pour aller voir, constater de visu ce qui se passe réellement. Est-ce que les victimes ont eu le soutien de l'État, le soutien de la SOGEMA? Est-ce que les endroits qui étaient partis en fumée ont été réparés? La descente a été faite avec Prudence Kousouron, mais également chez Drac Denalé, avec également l'autorisation, il faut le souligner, du DG de la SOGEMA, qui nous a mis à disposition un de ses collaborateurs. Pour vous aider. Exactement, ensuite on revient. L'année 2021 aura également dans son compteur les incendies tous azimuts constatés dans les marchés au Bénin. Du nord au sud, plusieurs commerçants ont ressenti les douleurs des effets dévastateurs de ces feux. Les plus flagrants sont ceux du marché d'Antokpa de Cotonou, l'un des plus grands de l'Afrique de l'Ouest. Au moins 4 incendies constatés, dont 2 ont fait d'énormes dégâts. En avril, au moment de la Pâque, alors que tout semblait être calme et que les citoyens vaquaient aux diverses manifestations visant à célébrer la résurrection du Christ, au marché d'Antokpa, c'était le drame. À chaque moment, les autorités descendent pour le constat. Des moyens sont mis en œuvre pour soulager les victimes. La preuve est que cet endroit parti en fumée est aujourd'hui sous cette forme. Mais il y a lieu de savoir ce qui pourrait être la cause de ces incendies. Les incendies à Dantokpa, selon moi, je peux dire c'est compte tenu de l'encombrement. Tokpa est un peu encombré. Si on peut désengorger Tokpa là, ce serait bien. C'est un manque un peu d'entretien. Parce qu'il a le profond du marché là-bas, il a des gens qui dorment dans le marché. De temps en temps, c'est qu'ils vivent comme s'ils sont à la maison, quoi. Ils préparent, ils font tout. Chez moi, je crois que c'est ça qui amène souvent l'incendie. Parce que quand ils sont en train de préparer là, ça peut prendre le feu de courant, les ailleurs qui sont dans le marché. C'est ça que je vois. C'est un manque de respect qui est en train d'amener ça tout. On ne veut pas dire, on ne connaît pas l'homme propos Dieu dispose, mais quand même, on doit de respecter comment l'État on va respecter. La première fois que moi j'ai appris incendie, c'était un camion qui avait pris feu à l'entrée du marché. Donc après ça, il y a certaines personnes qui ne déjantent pas leur décompteur et tout. Donc ça peut prendre feu à tout moment. Une fois même, j'ai appris que c'est les gardiens qui ont, je sais pas, fini de voler une dame et qui ont mis feu à la marchandise pour camoufler un peu leur fait. C'est tout ce que je... Bon nombre d'usagers du marché estiment qu'il faut aussi plaider le cas des incendies au niveau du Vaudou Dan qui s'y trouve. Pour eux, cette solution reste primordiale.
Elle confirme et atteste qu'une fois que la consultation du Vaudou sera faite, suivie du respect de ses exigences, le marché ne prendra plus feu. Cette lecture n'est pas celle que voit la Société des marchés autonomes du Bénin. Les raisons sont toutes autres. Seule la vétusté des installations électriques peuvent justifier la récurrence de ces incendies. Et généralement, les causes de ces incendies après les enquêtes sont liées à des courts-circuits au sein du marché. Ça peut partir d'une boutique et d'un compteur et puis le dégât est là. Il y a la vétusté des installations électriques. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a ce que nous appelons généralement les toiles d'araignée au sein du marché. Et puis, l'autre chose, entre-temps, il y a des usagers qui font des branchements clandestins. Il y a toutes ces actions qui sont souvent à la base des courts-circuits. Pour chaque incendie, c'est tout un dispositif qui est mis en branle par la Sogema pour assister les commerçants en difficulté. Lorsque l'incendie est en cours, nos sapeurs-pompiers, nous profitons pour leur dire merci pour tout ce qu'ils font dans le marché d'Antokpa et les autres marchés. Les sapeurs-pompiers interviennent pour maîtriser le feu, histoire de venir à la rescousse des usagers pour limiter les dégâts. En dehors de ça, la Sogema est bien placée pour secourir les usagers et la Sogema a toujours joué sa partition. Même les usagers du marché reconnaissent le dynamisme dont fait preuve la Sogema. Seulement que certaines victimes du dernier incendie du mois de novembre 2021, continuent de s'alarmer. Elles n'ont pas encore trouvé satisfaction et ont fait leur déballage. En attendant qu'elles n'obtiennent satisfaction, il est important de rappeler les dispositions prises par l'État pour limiter autant que faire se peut les cas d'incendie dans le marché. L'interdiction de tout foyer au sein du marché. Les bonnes dames ne sont plus autorisées à faire du feu dans le marché. Nous avons pris ces dispositions. La suppression des toiles d'araignée de façon progressive, le regroupement de certains compteurs, l'installation d'un compteur force pour permettre les branchements à partir d'un compteur unique. L'interdiction faite aux usagers de faire des branchements clandestins, de faire des branchements sans l'intervention de l'électricien de la Sogema.
Rappelons que le gouvernement a également en projet la délocalisation de ce marché. C'est plus exactement le transfert des grossistes. L'opération se déroulera en plusieurs phases, donc progressivement. Voilà, retour donc sur le plateau. Vous avez suivi l'élément de Moro Fabiola Boussari et de son équipe sur la situation au marché d'Antokpa. Aziz Adamsou. Il faut dire que c'est assez émouvant quand on voit des dames, en tout cas, exprimer véritablement du fond de cœur leur cri de cœur. C'est dit que la situation est assez critique. C'est vrai que nous sommes à l'ère, en tout cas, du hautement social. Ça également, et je suis sûr que c'est un des points forts que le gouvernement, des défis que le gouvernement va relever. Parce que quand vous voyez des personnes qui ont mené des démarches, vous voyez, c'est le quotidien de ces bonnes dames-là, quand ils en viennent, qu'elles soient au statu quo, c'est vraiment difficile. La grosse interrogation, vous voyez, elle a ses enfants, comment est-ce qu'elle pourra les nourrir? C'est beaucoup de situations, en tout cas, sociaux. Autrement, c'est un élément qui renseigne réellement sur le vécu de ces bonnes dames-là au marché d'Antokpa. Maintenant, c'est vrai que le chef cellule à la Sogema a abordé un certain nombre d'aspects. La grosse interrogation, parfois, vous savez, le Béninois, excusez du peu l'expression, est un peu entre griffes têtues parce qu'on se demande, il y a des moyens pour vous accompagner, mais est-ce que parfois ce n'est pas nous-mêmes citoyens qui nous permettons ce vilain luxe-là où on brave carrément ou pratiquement les interdits au-delà de ce que l'invité a dit tout à l'heure sur le plateau? Est-ce que parfois nous ne sommes pas source de notre malheur? Ça aussi, je crois que ça interpelle la conscience de tous ces usagers-là, de même que ces personnes. Très bien. Alors, c'est un plateau, chers amis téléspectateurs, auquel vous pouvez participer en nous appelant sur le 98 80 93 111. Le 98 80 93 111, le numéro va défiler en bas de vos écrans. Ou encore, vous pouvez nous envoyer vos commentaires, vos réactions via WhatsApp sur le 55 01 82 91. Le 55 01 82 91. Et ce numéro également va s'afficher sur vos écrans. Alors, Moro Fabiola Boussari, vous qui étiez sur le terrain, comment cela s'est passé? Oui, ça n'a pas été difficile, pas du tout. On est allé au marché. Le marché, c'est pour tout le monde. On est parti filmer, on est parti faire le constat. Il y a eu plusieurs, vous savez, il y a eu plusieurs incendies au cours de cette année, au moins 4, dont 2 sont véritablement les plus flagrants. On est allé à ces lieux là où il y a des incendies pour savoir ce qui se fait réellement. Il y a des endroits où il y a déjà réparation, il y a déjà soutien aux victimes, les sinistrés, tout ça. Et tout se déroule normalement. Mais il y a encore des endroits, notamment les séquelles du dernier incendie du mois de novembre, il y a quelques semaines. Les bonnes dames, vous les avez entendues, les commerçantes là, vous les avez entendues, elles n'ont pas encore trouvé un soutien. Elles réclament le soutien. Elles ont même elles-mêmes des initiatives, mais ces initiatives n'ont pas encore le OK des autorités. Donc, il est important que les autorités entendent leur cri de cœur, les autorités leur viennent en aide, c'est leur devoir et nous profitons de ce plateau pour leur dire de faire le nécessaire le plus tôt possible afin que chacun puisse vaquer comme cela se doit, afin que ces dames qui ne sont pas la cause de leur incendie, c'est un phénomène naturel, s'il y a des choses à faire, qu'elles puissent remplir ces choses, ces conditions, ces critères, afin qu'elles puissent vaquer comme cela se doit à leurs activités. Donc, à part ça, il est important également de remarquer que ce qui cause ces dégâts, c'est bien les courts-circuits, les branchements, les différents branchements qui ne sont pas bien faits, qui sont mal structurés, mal exécutés, tout ça. Il y a aussi des foyers, des gens qui dorment dans le marché. J'aurais appris même quand j'interviewais les gens qui étaient des usagers du marché, qu'il y a certains même, c'est au mois de décembre qu'ils rentrent chez eux, parce qu'ils passent toute l'année, presque toute l'année, au niveau du marché. Ceux qui ne sont pas béninois ou bien exactement, ceux qui ne sont pas les étrangers. Vous savez que c'est un grand marché qui regroupe beaucoup d'usagers. Donc, il y a beaucoup d'usagers. Donc, il y a des gens qui partent en vacances, qui retrouvent leur famille peut-être au mois de décembre. Donc, il faut vivre. Donc, ils font les foyers qui créent... Il faut faire manger. Il faut faire manger, tout ça là, qui crée des dégâts, les toiles d'araignée également. Il y a que le marché n'est pas bien structuré. Il n'y a pas d'espace pour circuler librement. Et je pense que c'est dans cette vision que le gouvernement actuel est en train de créer des marchés modernes. Très bien. Alors, Alfred Assirme, vous avez suivi les dames.
elles sont rentrées chez elles et le lendemain, leur boutique était calcinée, tout simplement, plus rien à récupérer et tout. Et vous nous parliez des causes, justement. Oui, je salue, je dirais, hein, l'analyse du chef suivi évaluation, M. Cyril Gougounon. Oui. Merci beaucoup à lui parce qu'il a fait une analyse et je crois qu'il a sorti les gros problèmes qui minent cette république. Parce que le marché d'Antopa, c'est une république dans une autre. J'ai toujours dit, félicitations à M. Aman Kansé parce que celui qui a pu diriger, sinon celui qui a pu gérer la Sogema pendant une journée pourra gérer facilement ce pays. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a tous les désordres possibles dedans. Je le disais en antenne tout à l'heure, il suffit que vous permettez à un usager du marché d'Antopa d'occuper 1 centimètre, que le lendemain, vous le verrez sur 5 cm. C'est ça. Et si vous ne dites rien, il passera à 10 cm. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a l'étroitesse donc des espaces pour aller. Mais je dis fondamentalement, les anciens dirigeants de la Sogema sont à la base de ce qui arrive aujourd'hui. Et c'est ce qui fait la peine aujourd'hui des nouveaux dirigeants qui sont là. De la Sogema. Les nouveaux dirigeants de la Sogema, parce que quand vous permettez à quelqu'un de s'installer, comme je le disais tantôt, et aujourd'hui, on veut réorganiser le marché, il sera très difficile, et c'est déjà le cas aux dirigeants de la Sogema, de pouvoir repousser les gens qui ne devraient pas s'installer sur certains endroits. Quand vous mettez des gens à côté des bouches d'incendie, des gens qui utilisent des paniers pour des ventes de tomates et autres, et qui doivent à la fin, quand ils ont vidé leur panier, de déposer sur les bouches d'incendie. Et quand il y a incendie, c'est que les sapeurs-pompiers ne peuvent pas aller prendre rapidement de l'eau pour venir. Donc ils sont obligés de prendre tout le temps de dégager ces différents effets qui sont déposés sur les bouches d'incendie avant maintenant de mettre leur accord et d'aller à l'autre endroit. Plus, avant d'aller à cet endroit, puisque les gens sont installés sur la route où il fallait passer pour aller à l'endroit, il y a aussi problème. Il a parlé des courts-circuits. Oui. La Sogema est restée muette pendant des décennies dans les branchements. Aujourd'hui, Dieu merci, avec la nouvelle équipe dirigée par Aman Kansé, on a spécialisé quelqu'un qui est un électricien reconnu par la Sogema, qui doit donc faire les branchements. Mais il n'a pas autorité à dégager les anciennes installations. Donc le mal est toujours l'un entraîne vous le permettez. l'autre, Justement, quel est réalité. le lobby qui est fait dans ce sens-là? Non, aujourd'hui, pour ce que je sais, c'est que la direction générale de la Sogema, gérée par Aman Kansé, est en train d'enlever, si on doit regrouper certains. Il a dit tout à l'heure, M. Cyril Gougounon, le chef suivi évaluation, ils sont en train de regrouper les compteurs parce qu'il y avait des compteurs pêle-mêle dans le marché. Donc, quand tu as un compteur, tu donnes à ta soeur, tu donnes à ton frère, tu donnes à ton frère, et ton frère peut donner encore à d'autres. Ceux qui traînent des câbles un peu partout, ce qu'ils appellent les toiles d'araignée. Le phénomène des toiles d'araignée. Mais, jusqu'à aujourd'hui, malgré la rigueur du directeur général de la Sogema, Aman Kansé, il y a toujours du feu dans le marché d'Antopa. Ça, il faut le reconnaître. Bien sûr, cette année, on a dit qu'on en a dénombré 4. Hein, des gens font des feux, les coiffeurs, le dernier incendie, des coiffeuses ont mis des copotes dans les trucs pour sécher vos non, vos pas cheveux. Pas les miens. Pas les miens. Excusez-moi de vous mettre dans le contexte général, les femmes. Pas les miens. La femme finit de faire sa coiffure, elle veut chauffer, et c'est avec les copotes qu'il faut chauffer l'eau pour tremper les mèches dedans. Donc il y a tout ça là qui est en train. Est-ce que justement, parce que les interdictions ont été notées, il y en a eu plein, mais quand on voit le marché, la superficie du marché d'Antopa aujourd'hui, est-ce que la Sogema a la possibilité, par exemple les feux de cuisson, les feux des coiffeuses et autres, de réellement réglementer cela, d'interdire cela? C'est là où je rejoins le confrère qui est en face de moi. Le Béninois est têtu. On ne peut pas mettre un gendarme ou un policier derrière chaque Béninois. Il y a l'interdiction qui est là, qui est reconnue par tout le monde, mais il y a la tricherie qui est plus grande. Donc, il suffit que l'autorité passe. Vous prenez par exemple le dégagement des voies qui s'observe presque tous les jours. À peine la voiture de la police ou bien la voiture de la Sogema passe, que juste derrière vous, il y a en même temps encore les installations qui se font sur les espaces qui devraient servir de passage dans le marché. Donc, à peine vous visitez, on fait une baraque, on renvoie les copotes quelque part
Et juste quand les autorités s'en vont, voilà le feu qui est présent. Donc c'est un problème d'incivisme qu'il va falloir régler. J'attends les nouveaux marchés qui sont en train d'être construits. J'attends que le gouvernement puisse mettre à chaque boutique un policier. Sinon, le problème risque encore de revenir. Très bien. De nombreux marchés, donc comme vous l'avez dit, sont en construction pour, disons, reloger beaucoup de marchands, beaucoup de commerçants. Je veux rapidement ajouter. Je pense, oui, les Béninois là, sont un peu têtus également, c'est vrai. Mais il faudrait mettre alors un mécanisme pour permettre à ce que ceux qui observent, ceux qui constatent que il y a des commerçants qui ne respectent pas les mesures puissent les signaler afin que ceux-là soient sanctionnés. Parce que ils sont dans un environnement, dans un même environnement où je vous dis, je ne pense pas que quelque chose soit, qu'on peut cacher quelque chose. C'est ça. Donc, tout est au su, au vu. Oui, tout est au su, au vu. Tout le monde voit tout ce qui se passe. Donc, si quelqu'un allume un feu, il doit avoir dans son endroit des gens qui vont le voir, qui vont peut-être la voir si c'est une dame, et pouvoir signaler. Si cette sensibilisation est faite, si ce message-là passe, je pense qu'on va plus constater les feux que dont nous constatons que les incendies. Il y a aussi que n'est pas habitué à la dénonciation. Il y a aussi que c'est peut-être cet aspect-là, parce qu'il n'y a pas que quand on parle par exemple des fils conducteurs également, et c'est pas parfois ce n'est pas une personne qui déclenche ça. Donc ce que je dis c'est par rapport au feu, il est important de mettre un mécanisme en place pour que ceux qui constatent puissent signaler ceux qui le font afin de protéger tout le monde. Très bien. Alors, dans l'élément également, quand même, il y a un aspect, c'est vrai, nous sommes au Bénin, qui a été abordé, c'est le vaudou dans du marché. Alors, je ferai déjà pour enseigner. Il faut dire, en tant que journaliste culturel, je dis, c'est un aspect qu'on ne peut pas négliger. Quand vous allez aux États-Unis aujourd'hui, ils ont leur façon de croire. Quand vous allez en Haïti, ils ont leur façon de croire. Et vous n'êtes pas sans savoir que toutes les autres régions, autres que celles endogènes, ne sont que des religions importées. Si nous devons occulter ce côté de la chose, c'est que nous ne sommes plus béninois, plus jeunes, nous ne sommes plus africains. Le vaudou dont on parle, nous savons que c'est l'invisible qui gouverne le visible. La parole que je suis en train de sortir, aucun chirurgien au monde ne peut m'opérer et dire voici là où ça sort. Donc c'est l'invisible qui me gouverne. C'est de l'invisible que je sors la parole. Et s'il y a donc des forces invisibles, ce n'est pas pour rien que les anciens l'ont nommé Dan Topa. Les pasteurs ont tout fait de nommer Topa. Et on est allé même jusqu'à dire Dieu, Topa et autres. Mais ça sonne mal. J'ai dit tout à l'heure, c'est un label. Et si nous devons donc soigner ce label, le Dieu Dan qui est là doit être vénéré comme les anciens le font. Ne pas le faire, mais c'est pas l'État. Les anciens gouvernants savent qu'il faut trouver des prêtres de ces fétiches-là pour l'honorer. Et pour l'honorer, on ne demande pas aux dirigeants d'aller s'agenouiller à ces dieux. Moi, je suis africain, je reste africain, plus je vous dis, je suis journaliste culturel. Je voudrais déjà, à partir de cet espace que vous m'offrez, inviter les gouvernants de ce pays et en premier lieu son chef, le premier magistrat de ce pays, le président Patrice Talon, qui est d'abord un descendant de Fa, parce qu'il est descendant de Guédébé. Et il a réclamé encore à corps et à cri à Paris. Le fatel de Guédébé. C'est le moment, moi je l'invite solennellement, respectueusement, parce que je suis aussi descendant de Guédébé. Si vous ne le savez pas, je vous le dis aujourd'hui. On le sait aujourd'hui. Je vous le dis. Et avant qu'il ne soit président, j'étais à Djalassa avec lui. Moi, je ne l'appelle pas tout. D'accord. Donc, je voudrais demander à Fopatou. Je voudrais demander à Fopatou humblement, comme je le fais souvent. On ne va pas l'appeler Fopatou, s'il vous plaît. Non, c'est mon faux à moi. C'est mon faux à moi. Ici, il est calme, une institution. Je vais demander très respectueusement à genoux à son excellence, monsieur Patrice Talon, mon grand frère, mon faux, mon papa. Je voudrais lui demander de ne pas oublier que nous sommes béninois. Nous sommes du Bénin, et que ces dieux, parce qu'il y en a deux, il y en a deux dans ton pas. Il y a deux dents. Il y a le dent des autochtones de Cotonou qui est au bord du lac, et il y a le dent des Chauds-d'Aton.
qui a fait installer dans ton parc. Merci. Donc, il faut que ces deux dents-là soient vénérés. Mais si vous permettez très rapidement, vous avez fait cas des responsabilités que prennent en tout cas la Société Générale des Marchés du Bénin, la SOGEMA notamment. Mais est-ce que dans leur ligne budgétaire, ils ne tiennent pas compte aussi de ces paramètres? Absolument, absolument. Ça là, je dis franchement merci, bravo d'abord au conseil d'administration de la SOGEMA qui a permis donc au directeur général de la SOGEMA qui a l'idée. Parce que vous savez, hein, le directeur général de la SOGEMA est quelqu'un très rattaché à sa culture. Il est très rattaché à M. Amandansé, respect à lui du moins, il est très attaché à sa culture. C'est quelqu'un qui sait placer les mots et il sait reconnaître la valeur de chaque chose. Dans la ligne budgétaire de la SOGEMA, je ne défends pas le budget de la SOGEMA parce que je ne suis pas l'ordonnancier, mais je sais que quelque chose est prévu et que dans ce sens, tout doit être fait. Les rituels, et autres. La preuve, quand il y a fête de Dantopa, ils sont toujours au côté des dates. Merci. Voilà. Alors, solution pour la situation, nous avons dit que des marchés sont en cours de réalisation et peut-être va reloger certains. Également la délocalisation de Dantopa qui est prévue aussi pour peut-être régler, mais est-ce que c'est déjà accepté? Est-ce que ça va régler tous les problèmes? Pas totalement, à mon avis. Ça ne va pas, assurément pas, ça va peut-être désengorger une partie en tout cas de cette poussée démographique là, mais pas totalement, dans ce sens que vous savez, il y a certaines habitudes qui finissent par avoir la peau dure. Je prends un exemple, vous voyez le vendeur d'essence de contrebande qui est au bord de la voie, quand on lui demande de quitter le goudron par exemple, en tout cas l'agglomération, il se fera un chemin où il va rester dans un coin de rue pour pouvoir faire son marché, un peu pour dire que c'est progressivement que et aussi il faut pouvoir étudier les conditions, ma foi, de faisabilité, parce que même si on prenait la décision, c'est vrai que c'est déjà un projet de dégager ce marché-là. Ma foi, je pense pas que tout le monde puisse aller au lieu de délogement, parce que vous savez, il y a un certain nombre d'habitudes qui a des appris, comme je le disais. Et de l'autre côté, est-ce que véritablement tout le monde aura accès aux conditions justement de logement, aux nouvelles conditions de logement de l'autre côté? C'est aussi ça la grosse interrogation. Parce qu'il faudra au moins restructurer les choses pour que les incendies et autres ne surviennent plus. C'est ça. Fred, je reviens à vous tout à l'heure. Bon, Fabiola Moussari, sur les solutions, la délocalisation, est-ce que c'est déjà quand vous les avez, je ne sais pas si vous ont partagé avec vous leur avis dessus par rapport à cette délocalisation? Oui, ils sont d'accord, ils sont pour, parce que eux-mêmes, il y va également de leur commerce, de leurs activités, et il y va également de leur santé, parce que lorsque vous vivez, lorsque vous faites votre activité dans un cadre sain, je pense que tout ira normalement comme cela se doit. Et je pense que ça va régler, pour ma part, à 85% le problème. 85%, pourquoi? Ça va désengorger, parce que le grand mal qui mine ce marché-là, sinon les marchés en général, c'est le fait d'être entassé. Et c'est ça qui ne permet pas de maîtriser tout ce qui se passe. Même quand il y a incendie, les sapeurs-pompiers ont du mal à accéder au lieu d'incendie. Alors que s'il y a des espaces, des lignes bien structurées, pour circuler facilement, je pense que les dégâts seront réduits au maximum. Donc pourquoi je laisse cet écart de 15%? Je laisse cet écart de 15% parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle les réflexes conditionnés. C'est-à-dire, je sais que pour aller trouver par exemple de l'oignon, pour aller trouver mon poisson, c'est Dantopa. Pour faire tant, c'est Dantopa. Mais ça a été délocalisé. Ah, ça change de nom, ça change d'itinéraire, ça change de distance. Donc, c'est avec les habitudes que c'est avec le temps que nous allons nous habituer. Et le citoyen et les commerçants vont s'habituer. Mais l'autre chose également, il n'y a pas que le fait d'être entassé qui crée les problèmes. On a dit, il y a les trucs, les éléments naturels, les phénomènes naturels que parfois nous ne maîtrisons pas. Donc je pense que c'est tout ça que je mets dans les 15%. Sinon, à 85%, ça va régler les problèmes. Parce que lorsque on transfère les grossistes là, c'est transféré, et que par exemple, on trouve des parcs adéquats
aux conducteurs de minibus communément appelés Topa, regardez un peu comment ça va faire. Regardez un peu le temps. C'est vrai que la décision a été prise à la hâte et que ça n'a pas été bien structuré, mais regardez un peu les 2 jours, 3 jours où les Topa se sont arrêtés un peu loin de Topa. Regardez, honnêtement, la liberté de circuler. Il y avait une liberté, il faut reconnaître, il faut le reconnaître. Et d'être en sécurité. Oui, surtout. La liberté de circuler et d'être véritablement de circuler en toute sécurité. Donc c'est vrai qu'il y a eu quand même une mauvaise structuration de cette décision-là quand même. De toutes les façons, lorsque on va transférer les grossistes, lorsqu'on va trouver des parcs au minibus communément appelés Topa, ça sera désengorgé. Il y a aussi également les marchés urbains qui sont construits. Donc je pense qu'il n'y aura pas véritablement de problème. Tout le reste à faire, c'est de nous conditionner, c'est de nous habituer au nouveau marché et de respecter ce qu'on nous dit de respecter. Si vous voulez faire un commerce, vous devez être conforme aux exigences, aux règles du commerce pour pouvoir évoluer. Alfred Hassan. Je peux ne pas être d'accord avec vous sur ce plateau. Je me permets encore une fois de proposer au gouvernement de mon pays, le Bénin, surtout au gouvernement de son Excellence le président Patrice Talon, que c'est louable de penser délocaliser le marché d'Antokpa. Mais moi, je ne vais pas employer le mot délocaliser. Si vous me permettez, en fait, ce n'est pas véritablement une délocalisation. Voilà. C'est un transfert. Voilà. C'est un transfert. Je propose qu'on utilise le terme transfert. Merci. Parce donc, que lui-même, le chef de l'État, lors de sa tournée de reddition de comptes, il a dit c'est un transfert des grossistes. Là. Je voudrais même encore mettre un peu de l'eau sur ce mot. Transfert pour parler donc de désengorgement. D'Antokpa reste d'Antokpa. Puisque, qu'on le veuille ou non, je l'ai dit tantôt, c'est le label, le seul label en matière de commerce que le Bénin peut encore vendre aujourd'hui. Quand nous prenons les références de Adjamé, quand vous fermez les yeux, vous avez en même temps envie d'aller à Abidjan. Quand vous parlez d'Assigam et que vous fermez les yeux, vous avez envie d'aller à Lomé. Absolument. Quand vous parlez de Araba, vous avez envie d'aller en même temps au Nigeria. D'accord? Donc, Dantokpa reste un label vendable, vendu pour le Bénin. Et le seul site qui peut rester encore seul site historique pour ce marché demeure celui que nous avons là en place. Entre-temps, on avait envisagé construire 1000 places de mall au niveau du stade de l'amitié de Kounou. Je sais, le ministre José Didier Tonato, certainement avec ses cadres, quand ils ont réfléchi, ils ont constaté que ça ne pouvait pas contenir le nombre d'activités estimées. Parce qu'il fallait installer les vendeurs de chaînes, les vendeurs de sacs, les vendeurs de chaussures et les vendeurs de paille. Or, quand vous prenez un seul palier du grand bâtiment, vous avez 4000 personnes. Installer 1000 personnes à la place de 4000 personnes, il y a problème. Donc, maintenant que la réflexion est en train d'être poussée et qu'on va désengorger le marché d'Antokpa, les cadres vont encore s'asseoir et voir ce qu'on peut extirper du marché pour l'autre. Un instant, Alfred Assiamé, on va continuer tout à l'heure. Nous devons faire une pause publicitaire. Je suis malien, je suis venu faire des parcours Bénin. On a mené beaucoup de choses. Il y a l'Europe, il y a les bassins. Il y a les bassins qu'on appelle ça VIP. Il y a Gezner, il y a Dimash à Bamako, il y a Presence aussi. Et puis l'Europe, là, il y a plusieurs de qualités. On a mené beaucoup d'Europe là qui sont qualités différentes.
c'est coton 100%. Je suis dans les stands 209. Dès qu'on est venu vers le marché, la porte qui a ouvert à côté du marché, je suis ici. Dès que vous allez rentrer, c'est moi qui ai la face des porteurs. Celui qui veut le numéro de WhatsApp, 227 92 98 26 19. Le numéro de Parakou, 54 75 94 79. Monsieur Mohamed. Jus naturel, Santana, jus de jamjam, jus d'ananas, jus de moringa. Stand 293. Do bureau et foi donc pas foi dio ina wa entreprise jero Cotonou à Djagbo et Calvin église catholique maison Zanou alors quand dio ina ba mi ina momino 98 73 72 57 ou 95 20 68 09. La foire internationale de Parakou. Oui, mais comment ça là, to quelqu'un qui ton, ouais, mais l'autre invité les sorties pour maximum pour monter mon assiette pour nous les dire ils sensibles de cuisine. C'est Dynais Industrie. Tout le monde connaît ça. Et il y a des sensibles de cuisine, il y a pour presser le jus, il y a barbecue aussi. Mais on est bien rentré par un mairie mais direct. Il fait notre mosquée à Zingudo. Donc c'est juste pour passer les fois. Il n'y a pas boutique pour ça. C'est pourquoi les gens, s'ils sont en train de chercher, ils ne trouvent pas. Donc ils ont des boumés, ils donnent nos ça de foi et qu'on a encore des mais En Fanine, c'est des foyers économiques qui luttent contre l'environnement. Parce qu'avec 100 francs de charbon, tu peux préparer 2 sauces et faire la pâte ou le riz, tout ce que vous voulez. Voilà pourquoi nous encourageons la population à acheter plus ces fourneaux très économiques. Nous les avons de 2 sortes. Ces blancs que vous voyez là, on les appelle les foyers améliorés galvanisés.
Ceux-ci, c'est des foyers simples. Et ceux-ci qui est à côté, en terre cuite, on les appelle des céramiques. Tous, c'est des foyers très économiques. Et le prix est également abordable. En dehors de ces foyers, nous avons quelques marmites. À la fois, nous sommes situés au niveau du stand VIP G5, à côté de l'ONG Secours et Vie. En dehors de la foire, nous sommes à Tourou, l'avant de l'hôpital de Tourou, qui fait face au marché de Tourou. Voilà, nous poursuivons notre plateau et après Daciamé, je vous concluez vos propos. Voilà, je vais tout simplement demander à notre président, son excellence Patrice Talon et à tout son gouvernement de repenser ce projet donc de délocalisation. Moi, je le dis, je n'emploierai pas le mot délocalisation, mais je dirais le désengorgement du marché d'Antokpa pour que les 18 hectares aujourd'hui occupés par les marchands puissent suffire à ceux qui sont de plus. S'il faut enlever certaines parties et les mettre au niveau du Akasato, mais il faut voir aussi la mobilité, parce que des gens qui vont quitter Porto Novo pour venir vendre de l'autre côté, donc de Akasato, ça risque de créer des problèmes. Donc c'est à repenser. Mais je voudrais aussi demander qu'on ne laisse pas les cadres des différents ministères penser à la place des commerçants qui sont sur les espaces. Donc il faut d'abord il faut même laisser carrément les cadres d'abord. Il faut laisser et associer les concernés, c'est ça. Non, il faut laisser les cadres aller verser d'âme, recueillir les avis et maintenant mettre ça sur papier. Je crois que ça va servir plus le gouvernement. Je salue au passage ma grande soeur qui est venue de la France et qui serait en train de me suivre, Madame Élise Assiamé. Merci beaucoup à elle. Salut à elle. Donc, un message très rapidement. Oui, un message sur ce sujet, c'est celui de notre ami Corneille Timon qui dit exactement ceci. Il propose tout simplement qu'il faudra profiter de ces occasions-là, des émissions du genre, pour sensibiliser les usagers sur le respect des règles établies pour la vie en communauté, de la gestion de nos marchés. Il propose par moment aussi des cas de dénonciation tels qu'on le disait et aussi voir en tout cas comment trouver la thérapie de choc par rapport à cette situation. Merci à lui, à notre internaute, à notre téléspectateur pour ce message. Aziz, je vous laisse conclure. Conclusion, il va falloir véritablement impliquer tous les acteurs dans ce phénomène-là qui est devenu trop récurrent. Des cas d'incendie, c'est pas ce qui manque. Faudrait pas qu'à chaque fois qu'on ait des manques à gagner, on veut plutôt fructifier les bons chiffres d'affaires. Donc voilà. Et pour conclure, il faut tout simplement aussi par ces personnes-là, il faut qu'ils puissent prendre leurs responsabilités et ne pas se laisser aller à l'incivisme. Il faut dire reconnaître ce que fait la Sogema pour ce marché, et la nouvelle dynamique mise en branle par son DG à Mangancé, et également ce que fait l'État, le gouvernement, pour véritablement faire asseoir une discipline au sein de ce marché. Mais si nous sommes là et que nous en parlons, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est parce qu'on a constaté qu'il y a incendie. Et il y a incendie parce qu'il y a des problèmes court-circuit, foyers et autres. Je pense qu'il est important de sensibiliser les usagers de ce marché à la vie en communauté, pouvoir dénoncer ceux-là qui pratiquent, qui ont les mauvaises habitudes, qui concourent à la dégradation du lien qu'ils doivent avoir, qui concourent à faire brûler, à faire partir en fumée les dépôts de marchandises de leurs camarades et autres, dont je pense qu'il est important de veiller au grain. Désengorger, oui, mais avec la méthode. Et je pense que quand ce serait désengorgé, avec le projet de construction des marchés modernes mis en place par le gouvernement, ce projet-là, quand ce sera réalisé avec un désengagement, je pense, et je reste ferme là-dessus, ça va régler à 85% au moins le problème que auquel nous assistons. Alfred Assion. Oui, je dirais tout simplement merci à
son directeur, à son excellence, monsieur le directeur général de l'enseignement, monsieur Amagansé, et toute sa suite. Bien sûr. Chez moi. D'accord. Bravo. Chez moi. Merci. Pour le travail qu'il fait. Pour le travail qu'il fait. Pas l'assurance à rivaliser avec le président. Ah non. Il faut nuancer quand même. Il faut nuancer. Alors là, je dis merci donc à toute son équipe. Je dis merci à tous les usagers du marché d'Antokwa. Je leur souhaite beaucoup de courage et je permets à ce qu'il y ait. Je demande à ce qu'il y ait encore de la fermeté. Il le fait déjà, monsieur le président de l'enseignement, mais qu'il y ait encore de la fermeté parce que les anciens ont laissé des carreaux qu'il faut forcément briser. De toute façon, je pense que la Sogema a porté plainte aussi auprès du procureur pour pouvoir régler, en savoir davantage sur les causes et pouvoir régler la situation. Donc, oui, Marouf? Oui, je disais, comme le confrère également connaît la Sogema, je pense que il faut quand même le dire, et peut-être on va ouvrir un autre plateau pour ça. Et par rapport, je pense que c'est le seul marché où le dirigeant, le chef même a installé des stands pour la vaccination, pour lutter contre la COVID. Ah oui, ça, il faut le... C'est pas le sujet du jour. C'est pas le sujet du jour. Mais il faut saluer. Nous espérons juste que des solutions seront trouvées très prochainement pour que... le sujet sera... Et là, vous n'allez pas me dire que je salue trop le directeur. Parce que quand quelqu'un fait bien, il faut le suivre. Merci Alfred Assiomé. Absolument. Merci Alfred Assiomé. Des solutions sûrement seront trouvées pour que les sinistrés qu'on compte déjà par centaines, cette année, on en a dénombré 4 incendies déjà dans le marché d'Antokwa. Et d'autres marchés de notre territoire également ont subi des incendies également. Pouvoir remoderniser, je pense, ces marchés-là pour... mettre fin beaucoup plus à ces incendies qui sont observés. Nous installons tout de suite le second plateau. Depuis quelques années, le gouvernement du Bénin travaille à l'amélioration du climat des affaires, mais aussi à satisfaire davantage les populations. Et donc, dans cette optique, il faut dire que de nombreux services publics ont été dématérialisés. Les sites Internet rendus disponibles un peu partout. Malgré cela, est-ce que le rançonnement des usagers peut-il encore s'observer? C'est la question que l'on se pose ce soir sur notre plateau, et deux autres invités ont rejoint donc ce plateau. Gérard Sivanus Solodé, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Comment est-ce que vous allez? En pleine forme, merci, et vous-même? Ça va, merci. C'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau du Grand Déballage. Vous êtes ingénieur réseau et système d'information. Également sur le plateau, Fréjus Atinoglo, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Très bien. Juriste, merci d'être avec nous ce soir. Alors, le Bénin compte aujourd'hui donc des centaines et des centaines de services dématérialisés. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité d'y avoir accès, de l'utiliser, surtout Sivanus Tololi. Oh, l'utiliser, c'est tous les jours. Par exemple, faire son IFU aujourd'hui, oui. Ce service a été dématérialisé. Oui. Avoir son certificat d'identification personnelle, ça a été dématérialisé. Et pour les fonctionnaires que nous sommes, aujourd'hui, la fiche de paye, c'est dématérialisé. Il y a un certain nombre de services qui aujourd'hui se font en ligne. On n'a plus
l'obligation de se déplacer. Donc de chez soi ou de son lieu de travail, on peut avoir un certain nombre de services qui sont mis en ligne par le gouvernement et qui permettent aux usagers de gagner du temps et de prendre ce temps pour s'occuper véritablement des contribuables. D'autres choses. Aziz Adam. Bien sûr, il a dit, l'invité, il y a une variété d'opportunités qu'offre justement ce nouveau processus de dématérialisation. Aujourd'hui, il n'y a pas ce que vous allez faire sans forcément avoir recours au numérique. C'est une façon aussi, vous avez parlé tout à l'heure dans vos propos introductifs de rançonnement. Est-ce que avec cette nouvelle stratégie, à bas ou à Dieu, les cas de rançonnement, on aura le temps d'y revenir plus amplement, mais ce qu'il convient de retenir déjà, c'est une avancée assez notable pour notre pays. 5 ans, 10 ans en arrière, 15 ans, 20 ans, on n'était pas encore à cette étape. C'est donc une révolution qu'il faut forcément saluer. Alors, Fréjus Assinoglo, est-ce que vous avez également expérimenté, est-ce que vous avez une bonne expérience? Je pense que si vous êtes citoyen béninois, vous avez l'obligation, vous êtes forcé volontairement à faire recours à ces services-là. Aujourd'hui, vous pouvez avoir accès à votre casier judiciaire, même lorsque vous êtes à la maison. Alors que, en temps, si vous êtes né à Abomey, vous êtes obligé de vous rendre à Abomey pour demander. Il y a plein d'autres actes administratifs que vous n'êtes plus obligé de faire le rang dans les administrations pour aller-retour et tout ça pour l'obtention. Donc déjà aujourd'hui, si vous êtes chez vous, dans votre bureau, n'importe où, vous pouvez faire la demande de ces documents-là et l'avoir dans un délai donné. Alors, beaucoup d'avantages, hein, rien que des avantages qu'on y trouve apparemment à ces services dématérialisés, Marouf. Oui, beaucoup d'avantages. Quand même, j'étais étonné. Les invités n'ont pas parlé de e-résultats. Ah, quand même dans la pléiade des procédures. Oui. Non, parce qu'ils n'attendent pas de résultats. Mais dans le domaine des matérialisations, c'est quand même ça qui a véritablement frappé. C'est bien, ça a été bien fait, structuré, tout en tout cas des matérialisations. Mais ce qui a véritablement impacté le quotidien des Béninois, je pense quand même c'est e-résultats. Regardez, pour avoir les résultats du bac, tout le rang que les rangs auxquels on assiste, tous les rangs, pour pouvoir entendre son nom, pour pouvoir entendre son numéro et autres, et également CEP, BPC autres, et les autres concours, je pense même que sur le dit, et pour éviter également le stress aux parents, quand vous êtes à la maison, déjà vous pouvez consulter, il y a e-résultats, il y a e-passeport. Même l'inscription aussi, c'était en ligne, vous voyez, donc il y a e-résultats, e-passeport, e-visa, je pense quand même qu'il faut reconnaître que le gouvernement en place travaille dans le domaine et véritablement, mais vous savez, il y a toujours, il faut de tout pour faire le monde, il y a toujours quelques personnes qui ne veulent pas entrer dans la ligne et c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, rançonnement auquel on assiste encore, les citoyens qui dénoncent et c'est eux-mêmes qui ont dénoncé pour que nous puissions réaliser ce plateau. On parlait ce soir. Alors, je me retourne donc vers Sylvanus Solondé, vous qui êtes ingénieur réseau. Est-ce que c'est possible, étant donné qu'on parle de rançonnement, malgré les services aujourd'hui dématérialisés, est-ce que c'est possible? Bien sûr que c'est possible de rançonner même si les services sont en ligne. Je vais partager une petite expérience avec vous. Oui. Quand j'étais à l'université d'Abomey-Calavi, on a travaillé sur la nouvelle plateforme d'inscription en ligne. C'est vrai, je salue au passage l'équipe technique qui était là, Victor, Césaire, Yannick et autres. Ils avaient déjà une plateforme depuis 2008 avec le recteur Awanou. Puis quand le recteur Saint-Cyr est venu, ils ont voulu faire une nouvelle plateforme au CAPI. Et cette plateforme d'inscription en ligne exigeait que l'on ait son email et que plus tard, l'on pourrait échanger des informations avec les étudiants par le biais de l'email. Je me rappelle que les 2 premiers jours, le recteur a été obligé de sauter ce verrou-là simplement parce que quand les étudiants sortent, ils vont au dehors,
on veut un mail, on demande c'est quoi votre prénom. Il dit Sylvanus, c'est quoi votre nom? Tolodé. Il dit ton mail, c'est sylvanus.tolodé@gmail.com. 1000 francs. D'accord. 1000 francs. Et donc, le rançonnement, partout où il y a des informations, il y aura forcément rançonnement. Donc, les services en ligne, d'accord, avec tous les avantages qui suivent, mais il faut forcément informer. Informer suffisamment. On ne va pas prendre, beaucoup disent qu'il y a des illettrés en Europe, il y a des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Il y a illettrés partout. Donc ce n'est pas un prétexte pour ne pas dématérialiser. Mais il faut informer. Très bien. Parce que même les cadres sont aujourd'hui délaissés. Il y a beaucoup de services. Facturation en ligne, les factures normalisées, il y a beaucoup qui posent des questions. Il y a des gens qui prennent même leur certificat CIP et qui ne savent pas où se trouve leur numéro d'identification personnelle. Sur le document. Sur le document, par exemple. Très bien. Alors, déjà, quand on parle de rançonnement, Fréjus Atinoglo, qu'est-ce qu'on peut retenir sur le mot rançonnement? Rançonnement, c'est l'action de rançonner. C'est-à-dire, vous, pour un service volontairement demandé, vous exigez une somme avant de rendre le service. Je voudrais revenir sur l'exemple de M. Sylvanus pour dire, lorsque le comportement vient d'une personne extérieure, c'est-à-dire une personne qui n'est pas dans le système, on ne parlera pas forcément de rançonnement, mais on pourra parler d'escroquerie, parce que dans votre contexte là, c'est de l'escroquerie. Le rançonnement, il faut que la personne soit agent de l'État ou dans le système. Si c'est l'exemple du rectorat que vous avez donné, si c'est un agent du rectorat qui vient dehors, qui exige de l'argent pour donner le mail, pour donner une information, là on pourra parler de rançonnement. Et le rançonnement, c'est une forme manifeste que nous constatons de la corruption. C'est également une forme de corruption. Donc, rançonnement, c'est le fait de rançonner, exiger une somme ou exiger pas forcément de l'argent, mais un bien. Ça peut être un bien matériel, pécunier et tout, avant de rendre un service qu'on ne devait pas normalement rendre en demandant de l'argent ou un service en retour. Très bien. J'ai retenu que le processus de dématérialisation est un processus de développement. Oui, c'est vrai. Belle phrase que vous avez retenue d'ailleurs. Oui, de développement, et aussi ça facilite beaucoup de conditions comme jamais imaginées. Vous avez vu, l'invité parlait tout à l'heure, mon vis-à-vis parlait tout à l'heure, donc de ces contraintes-là de par le passé. Aujourd'hui, même à travers votre smartphone, vous avez la possibilité, disons, de vous connecter et savoir un peu remplir les conditions afférentes pour votre IFU par exemple. Vous avez passé un concours, Maouf parlait tout à l'heure de la plateforme e-résultat. Vous allez vous tapez, si entre temps vous êtes retenu ou vous avez un parent qui a postulé pour un concours rapidement, c'est beaucoup de facilité, contrairement où auparavant vous voyez cette tracasserie là. Non seulement vous gagnez le temps, mais vous gagnez aussi en termes d'économie. De par le passé, pour ma tante qui est au village ou mon oncle qui est au village, il fallait peut-être faire une grande distance avant de venir à Cotonou pour peut-être son casier judiciaire. Mais aujourd'hui, en tout cas son arrondissement, il a la capacité, même s'il n'est pas forcément instruit, en sollicitant l'aide d'un parent à lui, il a la capacité justement de pouvoir se l'obtenir. C'est beaucoup d'initiatives qui sont à saluer, c'est beaucoup d'avantages, je vais dire, qui sont à mettre à l'actif justement de ce processus-là de dématérialisation de l'administration publique. Et vous avez pu l'entendre à travers les différents intervenants, en tout cas en majorité, la réforme est saluée par les intervenants. Alors, 98 80 93 111, 98 80 93 111, c'est le numéro auquel vous pouvez nous joindre sur le plateau pour nous donner vos avis, ou encore le 55 01 82 91 55 01 82 91. Vos messages sont attendus sur ce numéro-là via WhatsApp sur le sujet. Alors, Gérard Sylvanus Tolodé, quand on parle donc de ces services dématérialisés, tout à l'heure vous avez parlé d'information et que c'est surtout cela qui explique ou bien qui cause le fait qu'il y ait en tout cas des renseignements qui puissent être greffés autour. Mais en dehors de cela,
qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène, mais cette situation autour malgré des services dématérialisés? Et merci, madame. Je vais revenir rapidement sur le reportage et souligner un fait. Oui. L'intervenant disait qu'il a déposé, qu'il a voulu obtenir un service en ligne et que un mois après, il n'a pas le résultat. Oui. L'informatique, c'est pour le grand nombre. L'informatique prête le grand nombre. C'est-à-dire, sur 1000 demandes, l'informatique n'a pas le pouvoir de traiter forcément les 1000. Il pourrait y avoir dans ces 1000 cas, des cas 1, 2, 3, 5 cas qui échappent à l'algorithme qui est mis en place. Donc, non seulement on a dématérialisé, je reviens toujours à l'information. On a dématérialisé, mais on doit connaître les recours. Je dépose par exemple l'IFU en ligne, ça ne marche pas. Parfois, ça ne marche pas parce que, par exemple, les gens choisissent sexe masculin, alors qu'ils disent monsieur masculin, mais ils disent madame. De ces incohérences sont faites lors de la saisie. Et donc, quand l'informatique voit ces incohérences, ce n'est pas un homme qui décide, ou des jumeaux, ou bien des gens. Il y a des familles qui ont, on a même nom, même prénom, par exemple. De ces cas-là, il pourrait y avoir de ces cas dont les dossiers n'aboutissent pas. Donc, il faut qu'ils sachent quel recours faire. J'ai un problème, vers qui aller pour résoudre ces problèmes-là. Donc ça, c'est des cas vraiment isolés qu'il ne faut pas qu'on mette devant pour dire que la dématérialisation ne marche pas. Très bien. Bon, c'est vrai que dans l'élément aussi, le monsieur a dit qu'il a appelé... Que ça a marché pour d'autres que ça a marché pour d'autres services en ligne. Mais malgré le fait qu'il ait appelé ce numéro, ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc en réalité, c'est le lien... c'est-à-dire le lien entre l'utilisateur et le service après qui peut-être peut créer ces situations-là, même malgré le fait que le service soit en ligne. C'est-à-dire la connexion, le fait qu'on soit finalement en train de se parler ou le fait que l'usager aille vers encore le service quand on parle de rançonnement, mais qui peut favoriser le rançonnement. Effectivement, quand on isole l'usager du fonctionnaire ou quand je ne suis plus au contact de quelqu'un, ça pourrait réduire la marge de rançonnement. Je dis réduire parce que tout est conscience. Quand on a une conscience professionnelle, que j'ai l'usager devant moi ou que je l'ai virtuellement, puisqu'en fait, le processus ne se passe pas tout de go. Il y a forcément quelqu'un derrière qui voit ce qu'il y a à valider, qui voit si tout est conforme avant de valider. Donc cette fois-ci, il a des usagers virtuels. Il n'a plus des usagers physiques. Donc si j'ai la conscience professionnelle, en dépit de ce que j'ai des usagers physiques, c'est vrai que quand j'ai l'usager virtuel, je rançonne moins, ou pas du tout. Pas du tout. Mais ça n'empêche pas que si l'usager n'est pas informé, que l'on pourrait avoir des cas de rançonnement. Frère Jussa Atinoglo, est-ce que vous arrivez à comprendre, à expliquer cela? Je suis du même avis que M. Sylvanus, et je vais dire que parfois, pas seulement le manque d'information, mais il y a également un manque d'effort de la part de la population. Je prends l'exemple d'une personne qui sait qu'en réalité, il suffit de faire la photo de son acte de naissance pour demander un service et l'obtenir peut-être une semaine après. Celui-là veut avoir le document en moins de 24 heures. Il va appeler quelqu'un du service. Lui, s'il n'a pas la conscience professionnelle comme M. Sylvanus vient de le dire, il va certainement exiger quelque chose. Et dernièrement, nous voyons dans les groupes WhatsApp des personnes qui envoient des messages si vous voulez avoir votre IFU, si vous voulez très avoir rapidement. Contactez-nous. On va se demander si ces personnes-là sont des travailleurs de l'ANIX ou si ces personnes-là sont des individus lambda dans la société
qui décident de rendre ces services-là. Et quand on va fouiller, on ira au fond, on verra que certainement ces personnes-là ne sont pas forcément des travailleurs de la nuit, mais ont des relations. Et ce sont ces relations-là qui leur permettent, parce que au fond, effectivement, ils rendent ces services-là, ils aident la population à avoir les documents dans un temps record. Et vous allez voir que ce sont des personnes qui ont une relation, qui ont une marge de connaissances dans ces structures-là qui leur permettent de rendre ces services-là. Mais est-ce que c'est fait de façon bénévole ou gratuitement? La question ne se pose pas parce qu'on sait que lorsque la personne vous rend service, certainement il va demander de l'argent. Et ce qu'il prend, est-ce que c'est à son compte personnel ou bien il partage avec celui qui a son contact à l'administration? Et lorsqu'on va tirer, on va faire le lien, on verra que le rançonnement est quelque part au milieu là. Et c'est toujours le même problème qui continue, que ça soit dématérialisé ou non dématérialisé, il y aura toujours ce problème-là, pas seulement de la faute de l'agent permanent d'État, de la faute de l'agent, celui qui travaille, mais aussi quelque part de la faute de la population. Ça veut dire que les populations aussi favorisent en quelque sorte la situation. On peut le dire comme ça. Sylvanus. Si vous le permettez. Parfois, l'usager, d'abord, la dématérialisation va entraîner forcément ce que vous observez là, que d'autres entreprises se créent autour, forcément, puisque tout le monde ne sait ni lire ni écrire. Et beaucoup ne savent pas non plus qu'avec 100 francs d'Internet, ils peuvent demander un service en ligne. Donc, il y a des services qui se créent autour. Mais parfois, l'on rend le service, vous m'appelez par exemple pour dire vous avez un cousin qui a fait une demande d'IFU et que ce n'est pas sorti. Je vous aide à décanter la situation. Mais vous oubliez que le cousin a mon numéro. Et désormais, il peut revenir vers vous directement. Sans forcément dire, c'est un service que je rends en tant qu'agent de l'État et je ne demande rien en retour, malheureusement. Mais je ne sais pas si celui à qui je rends le service en fait un commerce. C'est ça. Et aussi de bonne foi ou autre. Aussi, au jour d'aujourd'hui, il n'y a parfois aucun problème autour du dossier. Mais ils vous disent qu'il y a un problème, juste, et on a vu tel à l'interne qui a demandé de l'argent, alors que ce n'est pas le cas. Et donc le dossier suit effectivement son cours et ça va sortir, mais ils diront que j'ai fait des efforts pour que le dossier puisse sortir. Donc tout est dans l'information. Et je sais que mon dossier doit faire 48 heures, mon dossier doit faire 24 heures. Et le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour réduire au jour d'aujourd'hui. Par exemple, l'IFU en ligne, aujourd'hui c'est instantané. Facture normalisée, c'est instantané au jour d'aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de ces choses. L'ANIP, avec le temps, vous allez voir, ils vont réduire le délai et les délais vont aller en se réduisant et progressivement, on verra que les débuts sont compliqués, c'est vrai. C'est pour ça il faut un délai pour voir tout le processus, combien ça fait de temps et tout. Mais avec le temps, ça va y aller. Mais le rançonnement, c'est un système qui est mis en place qui parfois n'est pas forcément gérable. Forcément gérable. On ne peut pas gérer le système en place. Responsabilité des usagers aussi, Marouf. Oui, je pense que c'est l'information. Véritablement communiquer sur ce qui est véritablement, que les usagers puissent savoir comment formuler les recours. Lorsqu'ils font les dépôts, qu'est-ce qu'il faut ajouter pour faire les dépôts, pour que le dépôt ne soit pas rejeté, les pièces ne soient pas rejetées ou autres. Je pense quand même qu'il faut faire une nuance. Je peux me tromper, mais pour ma part, je pense qu'il faut faire une nuance. Lorsque par exemple vous demandez à quelqu'un de vous rendre un service, est-ce que c'est du rançonnement? Non, là, quand je demande un service, c'est-à-dire que, par exemple, je pense que l'exemple de M. Tolodé, c'est que l'autre personne peut en faire un autre usage. Voilà, c'est là même je vais en venir. Donc, ce n'est pas forcément du rançonnement. Parce que vous avez demandé, parce qu'il y a même des gens qui vivent de ça. Par exemple, il y a des gens qui n'ont pratiquement pas le temps et ils ont envie de faire un service, par exemple, à la banque. Il y a des gens, je ne sais pas, il y a quand même des gens qui sont là.
Pour les aider. Il appelle, va me faire ça. Et pour le service rendu, le seul déplacement là, il lui donne quelque chose. Donc, pour ce lien-là, il faut pouvoir faire la nuance. Il faut pouvoir faire la nuance. Je pense que ce n'est pas du rançonnement, oui. Oui, je voudrais revenir sur les deux exemples pour dire que le rançonnement, je l'ai dit au début, que ce n'est pas un individu lambda dans la rue qui se lève, qui prend de l'argent chez son semblable. On va parler de rançonnement. Il faudrait que la personne soit dans le système. Je prends l'exemple de mon cher ami pour dire, si la personne, vous appelez votre ami qui n'est pas un banquier, qui vous rend un service, vous avez peut-être l'obligation, peut-être morale de le remettre au moins son transport. Voilà. Mais si vous appelez le banquier lui-même, vous lui demandez, bon voilà, j'ai tel virement qui vient d'arriver sur mon compte, il faut me faire sortir l'argent. Et il dit, ouais, tu sais, ça se passe pas comme ça, hein, il faut, si je finis, je prends 10%. C'est déjà du rançonnement. Et c'est une corruption. Je vais revenir sur les propos de M. Sylvanus pour dire, lorsqu'on prend ces personnes-là, des individus lambda qui sont dans la rue et qui font de cela leur activité professionnelle, commerciale, on ne va pas dire que les avantages pécuniaires qu'ils arrivent à avoir par la suite de ces services-là entrent directement dans leur poche sans que ces personnes-là ne partagent pas avec parce qu'il ne s'agit pas d'un document, il ne s'agit pas d'un service sporadique ou une fois en un an. Il s'agit d'un service où tous les jours, parce que ces personnes-là ont des marchés tous les jours. Bien sûr. Ont des marchés tous les jours. Et lorsque ça devient de façon régulière, on va parler certainement du rançonnement. Si c'est de façon sporadique, c'est-à-dire moi je veux déposer un dossier demain, le dernier délai c'est demain midi et j'ai besoin de mon cahier judiciaire, j'appelle M. Sylvanis, Monsieur Sylvanis, vous savez j'ai telle situation, bon voilà, je te sors ça dans une heure. Ce n'est pas encore du rançonnement, c'est un service qui m'a rendu et il ne pourra pas, sa responsabilité ne pourra pas être engagée pour ça. Mais s'il me demande de l'argent pour me rendre ce service-là, c'est du rançonnement. Très bien. Donc, c'est la précision là que je voulais. Donc, le rançonnement se passerait entre ceux-là qui sollicitent les pièces et autres et l'agent qui est dans le service. D'accord. Parce que si moi je demande à mon frère, pas forcément. Si moi je demande à mon frère ou bien n'importe quel ami d'aller me faire telle activité et je lui donne de l'argent pour le déplacement, je ne pense pas que s'il partage l'argent avec voilà, c'est ça je dis. Ça revient entre le frère ou bien l'ami et l'agent qui est en poste. Parce que l'agent sera en train de rendre service à votre contact, pas à vous directement. Exactement. C'est cette nuance-là que je voulais parce que ça allait dans tous les sens. Très bien, oui. Très rapidement. Oui. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? Parfois, celui qui rend le service a dit ou bien vous dit qu'il a un contact à l'interne qui demande de l'argent. Et parfois, ce n'est pas vrai. D'accord. Donc, il vous dit, je connais tel, on est ensemble. Il fait même parfois la faveur de vous amener et fait semblant de saluer la personne. Alors qu'il n'a aucun contact. Alors qu'il n'en est rien. Mais là, est-ce que ce n'est pas une autre forme d'escroquerie? Oui, là, c'est de l'escroquerie. Pour dire que c'est... Lorsque la personne vous dit, j'ai un contact, le DG c'est mon ami, pour rendre ce service pour 100 000 francs, et il prend l'argent et il va partager avec le DG. Le DG, de façon professionnelle, devait vraiment refuser cette somme d'argent. Mais s'il le prend, c'est-à-dire, il y a déjà l'inflation qui est là. Moi, à un moment donné, lorsqu'ils ont lancé ce service-là, je voulais faire l'IFU, je suis allé voir un ami qui a déjà fait, il m'a dit que c'est à 10 000 francs. C'est-à-dire, il m'amène chez la personne, il me rassure même qu'il ne va pas prendre mon argent, il m'amène à la NIP, on va rentrer dans le bureau de la personne, je vais te pour 10 000 francs. Et tout ça. En même temps, je reste là dans le bureau et ça sort. Mais moi, je dis, mais c'est quoi cette histoire où, pour ce qui est normalement gratuit, on me demande 10 000 francs pour le faire. Moi, souvent, dans cette histoire-là, je n'aime pas. On prend du recul. Mais beaucoup de personnes vont payer pour le faire. Et là, il y a déjà un intermédiaire. C'est-à-dire, je ne connais pas directement l'agent qui travaille à la NIP, mais il y a un intermédiaire qui est là, qui me conduit. Et si lui prend l'argent, c'est-à-dire, il va certainement partager avec. Mais si c'est de façon sporadique, une fois en passant, on ne pourra pas dire qu'il y a forcément de rançonnement. Mais si c'est de façon régulière et tout, c'est de rançonnement. Alors, tout à l'heure, Gérard Tolodé disait que derrière
de toute façon, ces services, il y a des cas de rançonnement qu'on ne pourra pas forcément gérer. Est-ce à dire qu'on ne peut pas réellement l'éviter, Aziz? Ce sera difficile de l'éviter à 100%. L'éviter, c'est dire qu'il y aura des poches d'une manière ou d'une autre de résistance, des poches de résistance dans la mesure où, vous voyez, d'abord je voudrais faire une nuance, les personnes entre qui acceptent se faire rançonner ou se faire escroquer, c'est des personnes qui ne sont pas suffisamment éclairées. Et mon vis-à-vis, mon ami à côté parlait tout à l'heure de ces personnes-là qui, quand elles vont, il y en a qui font semblant d'avoir des contacts à l'intérieur d'une administration alors que ils vont en étant convaincus de ce qu'ils ont peut-être l'aptitude pour vous aider à atteindre votre objectif. C'est pour dire que dès que vous avez la maîtrise vous-même ou quand vous avez la volonté, le goût de savoir, ne souffrez avec moi qu'un kidam va se lever et venir vous imposer des conditions ou quoi que ce soit. C'est dit que vous êtes suffisamment éclairé, vous en connaissez davantage et même quand il vient, il sait déjà au préalable que vous êtes averti ou quand il tente de vous prendre de l'argent, il peut déjà s'en convaincre que, bon voilà, à cette étape, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Maintenant, revenant par rapport à votre préoccupation, merci de l'éviter. Voilà, pour l'éviter, je pense que à une certaine, en tout cas, proportion, on peut l'éviter. On peut l'éviter déjà en étant conscient de ce que, personnellement, les choses ont évolué et il faut avoir cette volonté-là manifeste. Même dans nos différentes contrées, nos parents ont déjà cette conscience-là de ce que désormais, il ne faut pas rester dans les quatre coins de leur maison pour avoir toutes les opportunités. Il faut, même si elles ne sont pas instruites, ces personnes-là, il faut au moins faire recours à des personnes qui sont suffisamment éclairées pour avoir ces opportunités-là. Mais de façon générale, on ne peut, honnêtement, il faut être réaliste, on ne peut pas bannir ces cas-là. Il y en a toujours. Marouf a évoqué un aspect tout à l'heure. Oui. Quelqu'un qui vous rend service ou quelqu'un dont vous sollicitez le service et en retour, par devoir, je vais le dire ainsi, de reconnaissance, vous lui glissez quelques pièces ou un billet, cela, on n'est pas encore à une étape, disons, mais persister dedans, ça peut déjà, disons, ouvrir la voie à une forme de rançonnement. Gérard Tolodé, comment on évite? Se faire rançonner. Oui, très rapidement, nous sommes à 5 minutes. Il faut se dire que l'agent de l'État, avec les lois qui sont votées au jour d'aujourd'hui, l'agent de l'État, prendre de l'argent chez un contribuable, c'est très rare. C'est pas ça, honnêtement. Autant de talents au jour d'aujourd'hui, c'est très très rare. Donc, avis à ces personnes-là qui se laissent arnaquer très très facilement en raison des contacts dans l'administration. Et comment l'éviter? S'informer. Je demande toujours qu'est-ce qui doit être fait. C'est ça. En fonction de ce qui doit être fait, si moi-même je veux contourner, c'est autre chose. Même si je veux contourner, il y a des cas d'urgence, il y a des cas de comment ils disent, où on peut donner une facilité, l'administration peut donner une facilité à quelqu'un. Des cas exceptionnels. Des cas exceptionnels, de dérogation, des cas de dérogation, où l'administration permet que la personne, que l'on aille vite, sur un dossier, que l'on traite rapidement un dossier. Donc, comment l'éviter? C'est s'informer, savoir ce qu'il y a à faire et soi-même ne pas chercher forcément à contourner. Alors, on parle des sanctions très rapidement pour finir en cas de rançonnement, pour situer les responsabilités. Oui, comme je l'ai dit au début, le rançonnement, c'est une forme manifeste de la corruption. Oui. Et au Bénin, le législateur n'a pas... il n'y a pas une législation fixe sur le rançonnement. C'est-à-dire quand vous prenez la législation en la matière, il n'y a pas le mot rançonnement. Mais quand on voit le comportement, on pourra classer ça sous la corruption. Dans la corruption. Et quand on prend la loi 2011-20 portant lutte contre la corruption et d'autres infractions qu'on connaisse, on voit que le législateur a prévu des sanctions. Quand vous êtes reconnu coupable des faits de rançonnement, de corruption, vous pouvez être condamné d'une peine de 2 ans jusqu'à 5 ans et d'une amende allant du double au triple du montant en cause sans que l'amende ne soit inférieure à 200 000 francs.
Donc si le montant en cause, c'est 2 000 francs, ne vous attendez pas à ce qu'on vous condamne à 6 000 francs. À 6 000 francs. Donc ça ne doit pas être inférieur à 200 000 Je vais plus loin pour dire que le code pénal va revenir sur le comportement en étant plus sévère. Le code pénal a prévu une sanction de 2 ans à 10 ans cette fois-ci. C'est-à-dire si le ministère public décide de vous appliquer la loi portant code pénal en République du Bénin, 10 ans. On vous applique 2 ans à 10 ans. Mais s'il est gentil, il veut vous appliquer la loi portant le compte corruption, vous pouvez rester dans la marge de 5 ans. En termes de corruption, il n'y a plus de gentillesse. Il n'y a plus de gentillesse, plus du tout. Tout le monde est frappé par la loi qu'il faut. Un mot pour finir, très rapidement, une phrase. Je voudrais bondir dans le même sens que M. Sylvanus, mais pour dire qu'il revient peut-être à la NIP de travail, c'est dit que l'information passe déjà, mais il faut travailler à ce que l'information passe encore plus, parce que nos mamans, nos papas qui sont dans des coins reculés, quelque part à Banikwara et tout ça, ils n'ont pas certainement l'information qu'aujourd'hui, pour avoir le cahier judiciaire, on peut le faire rapidement en ligne, pour avoir la carte de mairie. Donc il faut travailler à ce que l'information aille plus loin. Merci. Aziz, un message? Oui, un message par rapport à ce sujet-là. Ça nous vient de notre ami Polycarpe Denis Saizonou. Il a une préoccupation, celle de savoir si cette dématérialisation prend-elle réellement en compte les reclassements des agents. Et donc, il voudrait savoir si c'est le cas, pourquoi cette modalité traîne encore. Je pense que par rapport à cette préoccupation, on va se rapprocher auprès des autorités compétentes et lui revenir pour les prochaines éditions ou les prochains numéros. Mais avant, pour le premier sujet, avant de conclure rapidement, il y avait cette réaction-là de notre ami Jéricho qui dit que lui nous écrit plutôt de Jéricho et qu'il salue Alfred qui était passé. Il dit que c'est une bonne initiative par rapport à ce transfert-là, de ces grossistes-là de l'autre côté, et que vivement que ça soit pris en compte. Merci beaucoup Gérard Sylvanus Solodé, Fréjus Atino Clos, merci Aziz Chamou Maro, Fabiola Boussari. Oui. Rapidement. Oui, très rapidement. Vous aviez déjà dit. Oui, juste une phrase. Par exemple, mon vis-à-vis dit il fut et il parle de l'ami. Non, c'est impôt. Oui. Donc, je voudrais dire que l'idéal pour nous, c'est d'aller sur le site du gouvernement. Donc, le e-service a répertorié tous les services. Tous les services. Et on n'a pas besoin de connaître le site. Donc, de ce site du gouvernement, on peut avoir accès à tous les liens et autres. Merci beaucoup pour ces éléments de clarification. Oui, je voudrais ajouter pourquoi s'informer est important. Regardez par exemple la date de naissance sécurisée de l'ANIP. On ne doit plus le légaliser. Voilà, légaliser. Donc, merci beaucoup. Passez une excellente soirée et n'oubliez pas de nous suivre sur nos différentes plateformes digitales tout simplement. Et on se retrouve samedi prochain.